Questions orales, the honourable leader of the opposition. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, c'est assez mauvais que le Premier ministre vienne de renommer un ministre des années Trudeau qui a détruit notre système d'immigration et aidé à gonfler le coût de la vie. Mais encore pire, ce même ministre, ce matin, responsable pour le patrimoine, vient de dire qu'il est tanné du débat sur le déclin de la langue française. Nous, les conservateurs, ne sommes pas tannés. Nous défendrons la langue française, Monsieur le Président. De tous les députés libéraux qu'il aurait pu nommer, pourquoi a-t-il nommé quelqu'un qui est tanné de défendre la langue française et la culture québécoise? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, le gouvernement est sous contrôle sur le taux d'immigration. Les demandeurs d'asile, je peux continuer. Les demandeurs fortement baissé un tiers. Des étudiants ont fortement baissé et on va défendre la langue française avec les plus grands investissements dans le secteur culturel de l'histoire du Canada. Exactement. Le chef de l'opposition. Monsieur le Président, la question, c'était sur la déclaration de son nouveau ministre qui s'est dit tanné du débat sur le déclin de la langue française. La réponse du Premier ministre montre qu'on devrait tous être inquiets sur la question du déclin de la langue française, Monsieur le Président. Pourquoi, parmi tous les députés libéraux, il a choisi de nommer quelqu'un qui est tanné de défendre la langue française et la culture québécoise? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, je suis pour mon nouveau ministre. Je suis contre le chef de l'opposition qui est contre le plan d'action sur la langue française, 4 milliards de dollars. Il est contre les investissements dans le secteur culturel québécois. Il est contre l'augmentation de l'immigration des francophones au Canada. Nous défendons la langue française, nous défendons le grand Canada. The honourable leader of the opposition. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, nous avons appris aujourd'hui que 8 mois après que le premier ministre a été élu, en promettant qu'il allait réaliser des projets d'édification nationale à une vitesse pas vue depuis des générations, il n'a même pas commencé à consulter les Premières Nations au sujet de son oléoduc qu'il a promis aux provinces de l'Ouest. L'Assemblée des Premières Nations a critiqué son plan car il a échoué à les consulter. Aujourd'hui, il parlera à l'Assemblée. Et va-t-il clairement dire qu'il veut que l'oléoduc soit construit et qu'il fera les consultations nécessaires? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, ce qui est formidable avec le Hansard, c'est qu'on peut le consulter et y lire ce que le chef de l'opposition a dit la semaine dernière. Allons-nous forcer la construction d'un oléoduc? Non, jamais. Nous allons faire le consentement libre, préalable et éclairé avec les Autochtones. Nous avons des conditions dans le protocole d'entente conclu avec l'Alberta. Nous savons comment consulter nos homologues provinciaux. Nous savons comment faire preuve de respect. Et qu'en est-il de mon collègue, l'honorable chef de l'opposition? Oui, Monsieur le Président. Les transcriptions sont formidables. Il vient tout juste de nommer le ministre de l'Immigration de Trudeau au cabinet, cet homme qui a détruit notre régime d'immigration et qui a fait doubler le coût des logements au pays. Et ce ministre a dit que les consultations auraient dû être entamées hier et qu'elles ne peuvent pas être complétées sur un coin de bureau. Il a fait référence au fait que son collègue a dit qu'il allait faire les consultations via Zoom. Donc, pourquoi le premier ministre n'a-t-il pas consulté les Premières Nations? Est-ce parce qu'il ne respecte pas ce qu'ils ont à dire ou parce qu'il ne veut pas que l'oléoduc soit construit? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président,
Je reconnais que cette situation est très compliquée à comprendre pour le député d'en face. Tout d'abord, il faut avoir un projet d'oléoduc. Ensuite, un partenaire du secteur privé. Pour cela, nous avons dû créer les conditions propices à ce projet. Nous l'avons fait car nous avons collaboré avec les provinces, Monsieur le Président. Dans la loi Maison Canada qui a été adoptée avant que ce député revienne en Chambre, nous avons décrit le processus de consultation pour les projets d'édification nationale. L'honorable chef de l'opposition, donc il a rompu sa promesse de réaliser de grands projets. Maintenant, nous apprenons qu'il a rompu sa promesse de construire des logements pendant l'élection. Il a promis qu'il allait doubler la construction de logements à 500 000 unités de logements par année. Et le directeur parlementaire du budget a révélé aujourd'hui que sa nouvelle entité bureaucratique va seulement permettre de bâtir 5 000 logements par année. 99 de moins que ce qu'il avait promis pendant l'élection. Les conservateurs avaient bâti 200 000 logements pour la moitié du prix. Donc, pourquoi ne pas cesser d'alourdir la bureaucratie pour que nous puissions bâtir des logements? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, ce qui est formidable lorsqu'on est député du Parlement depuis toujours, c'est qu'on n'a jamais rien bâti, en fait. Et vous ne lisez même pas le rapport du directeur parlementaire du budget qui mentionne combien d'unités de logement vont être construites. Nous sommes sur la bonne voie, Monsieur le Président. Le chef de l'opposition. Monsieur le Président, la seule chose que ce député a bâti lorsqu'il était gouverneur de la Banque de l'Angleterre, c'était la crise du logement qui a frappé ce pays. Ensuite, il a bâti un paradis fiscal dans les Caraïbes pour qu'il n'ait pas à payer les mêmes impôts qu'il impose au peuple canadien. Nos jeunes ont besoin de logements, d'emplois et d'espoir, et ce premier ministre leur offre seulement des promesses rompues et plus de sacrifices. Il a même organisé une séance photo devant une maison qui a été démantelée après qu'il ait quitté l'endroit. Donc, les maisons disparaissent après que ce premier ministre en annonce la construction et ils rompt ses promesses. Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, la maison dont parle mon collègue a été envoyée au Nunavut, un des territoires de ce grand pays. Donc, ce n'est pas seulement un endroit où on va faire une séance photo sans parler au premier ministre. Nous bâtissons 700 logements au Nunavut. Des logements plus efficaces sur le plan énergétique, notamment. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, jeudi dernier, le premier ministre faisait l'annonce d'une entente signée avec l'Alberta qui étonne à de nombreux égards, notamment le fait que, la veille, j'ai demandé au gouvernement si le gouvernement s'engageait de façon irrévocable à ne pas faire traverser le territoire de la Colombie-Britannique sans l'accord express du gouvernement de la Colombie-Britannique et des Premières Nations. Le leader s'est levé, il m'a dit « Oui, on ne fera pas ça sans leur accord ». Et le lendemain, l'annonce était annoncée. Est-ce que j'ai raison de penser que c'était déjà réglé et qu'on nous a menti? Faut faire attention avec le langage qu'on utilise. C'est pas en dehors des règles, là, mais ça peut provoquer une réaction, puis une réaction, ça provoque une autre réaction, puis les deux réactions ensemble, ça provoque le désordre. Le très honorable premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Oui, nous respectons les droits des provinces. Nous respectons les droits de la Colombie-Britannique. C'est absolument clair dans le protocole d'accord que nous et la province d'Alberta vont travailler ensemble avec la Colombie-Britannique. Il faut avoir un accord pour un oléoduc. Député de Belleuil-Chambly. Quand on veut avoir l'accord d'une partie dans une entente, on l'invite à participer d'emblée à l'entente parce que le contrat que le premier ministre a signé s'applique de toute façon et même sans la Colombie-Britannique. Donc, est-ce que le premier ministre reconnaît
qu'il n'a pas respecté ce qui a été dit en Chambre, qui n'est pas un grand respect de la vérité, en signant cette entente qui était complétée au moment même où on nous répondait ici. Bravo! Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, ce n'est pas un contrat, c'est un protocole d'accord. Premier point. Ils sont des conditions pas suffisantes, mais des conditions nécessaires. Ce n'est pas le fin d'un processus, c'est le début d'un processus. Un processus avec l'Alberta, un processus avec la Colombie-Britannique et surtout un processus avec les peuples autochtones. Honorable député de Belleuil-Chambly. C'est un papier qu'il a signé et qui lui crée des obligations. C'est un contrat, il appellera ça comme il voudra dans la langue de son choix. Compte tenu des enjeux du moratoire sur la circulation des pétroliers, compte tenu des enjeux sur les plafonds des émissions de gaz à effet de serre, compte tenu de l'absence d'accord de la Colombie-Britannique, compte tenu de l'absence d'accord des Premières Nations qui ont voté contre son entente ce matin, est-ce que le premier ministre ne considère pas qu'il devrait rouvrir l'entente et s'assurer que les parties prenantes soient signataires de façon librement consentie? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, c'est un protocole d'accord avec des engagements, des grands investissements du province de l'Alberta sur le stockage de gaz à effet de serre, premièrement. Le resserrement de le tarif industriel du carbone, 6 fois plus grand que maintenant, dans une manière effective, et le resserrement des règles sur le méthane. Merci, Agile. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, on ne peut pas bâtir des logements si on fuit la Chambre des communes, et c'est exactement ce que fait le Premier ministre. L'honorable chef de l'opposition sait qu'il frôle la limite et ses collègues savent qu'ils n'ont pas le droit de chanter en chambre. Bon, l'honorable chef de l'opposition a la parole. Monsieur le Président, c'est très triste que le Premier ministre ne veuille pas débattre de la meilleure façon de bâtir des logements pour nos jeunes qui méritent des logements, des emplois et de l'espoir. Il faisait son fin finot il y a quelques moments jusqu'à ce qu'il s'inquiète que je lui fasse part des faits. Le DPB a révélé que sa nouvelle bureaucratie permettra seulement de bâtir 5 000 logements par année. Donc, c'est à peine 1 % des 500 000 logements qu'il avait promis de construire pendant la campagne électorale. La construction de logements diminue fortement. Pourquoi le premier ministre a-t-il quitté la Chambre plutôt que débattre? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre, le premier ministre fait son travail. Il va parler à l'Assemblée des Premières Nations en ce moment. Voilà son travail, plutôt que d'être en chambre pour filmer des clips vidéo pour ses réseaux sociaux. Nous ne savons pas à quel moment fait référence maintenant, mais bon. L'honorable chef d'opposition. Le premier ministre pourrait débattre avec nous. Je crois que l'honorable député avait terminé. Il n'a pas terminé. Comme j'étais en train de le dire, Monsieur le Président, le premier ministre fait son travail. Il va de ce pas s'entretenir avec l'Assemblée des Premières Nations plutôt que de tourner du contenu pour ses réseaux sociaux comme le chef de l'opposition. Je sais que le chef de l'opposition sait faire de l'obstruction et ne relate pas les faits au sujet de quoi que ce soit au pays. L'honorable chef de l'opposition. Parlons
d'indicateurs. J'aimerais citer le directeur parlementaire du budget. Maison Canada a été présenté comme le programme qui va permettre de doubler la construction de logements au cours de la prochaine décennie, mais le premier ministre n'a pas détaillé de plan pour faire de cet objectif une réalité. Il estime que le programme ajoutera 26 000 unités de logement sur 5 ans, ce qui représente 2,1 d'augmentation dans la construction de logements et non une augmentation de 100 telle qu'elle avait été promise par le premier ministre. Donc, qu'en est-il, l'honorable ministre du Logement et de l'Infrastructure? Merci, Monsieur le Président. Si le député d'en face avait lu le rapport, il aurait bien vu que le directeur parlementaire du budget a dit que ce programme allait permettre de bâtir 80 000 logements abordables au Canada. Il s'agit de l'investissement initial. Je sais que c'est difficile pour les conservateurs de comprendre que nous y allons par étapes. Les conservateurs ont voté contre le financement de ce programme dans le budget et ne font rien pour aider à la construction de logements au pays, ce qui s'inscrit dans le bilan du premier ministre, du chef de l'opposition qui avait seulement bâti 6 logements. L'honorable chef de l'opposition, ce ministre était maire de la ville qui est devenue la ville ayant le marché de logement le plus cher en Amérique du Nord, plus cher que New York, Los Angeles, Chicago. Et maintenant, il se vante que son gouvernement ne bâtira que 2,1 des logements qu'ils avaient promis de construire pendant l'élection, mais qu'ils dépenseront 13 milliards de dollars pour le faire. Donc, l'échec, c'est inacceptable. Et échouer alors que ça coûte aussi cher, c'est encore pire. Donc, plutôt que de demander au maire de répondre, pourquoi le premier ministre ne répond-il pas lui-même? Où sont les logements qu'il a promis? L'honorable ministre, je suis fière de la ville de Thunder Bay. L'honorable ministre peut reprendre du début. Monsieur le Président, partout au pays, les municipalités ont répondu à l'appel pour bâtir des nouvelles unités de logement pour certaines des personnes les plus vulnérables de notre pays, telles que la ville de Thunder Bay, qui, la semaine dernière, ont approuvé un projet visant à construire 1300 logements en utilisant du financement du fonds pour accélérer la construction de logements. Donc, voilà la marque d'un gouvernement qui soutient ces collectivités. Les conservateurs ont voté contre les intérêts des gens qui ont besoin de cette aide. Nous bâtissons un Canada fort grâce aux projets tels que celui qui va aider à bâtir les logements dans cette municipalité. L'honorable chef de l'opposition, j'aimerais remercier la ministre d'avoir précisé que nous avons voté contre chaque programme visant à doubler le coût des logements au pays. Ce premier ministre a créé la crise du logement la plus importante du G7 lorsqu'il était gouverneur de la Banque de l'Angleterre et maintenant il est au Canada pour mettre en place les mêmes politiques que celles de l'ère Trudeau pour alourdir la bureaucratie plutôt que de bâtir des logements. Il avait promis que tout cela allait changer, mais aujourd'hui, le directeur parlementaire du budget a prouvé que le premier ministre bâtira seulement 2 des logements qu'il avait promis. Pourquoi ce premier ministre rompt-il ses promesses? L'honorable ministre du Logement et de l'Infrastructure, c'est le comble d'entendre le chef de l'opposition s'exprimer sur ce sujet, car lorsqu'il était ministre du Logement, j'étais maire de Vancouver et il a permis de bâtir 6 logements. C'est un bilan désastreux. Et c'est vraiment déplorable que mes collègues d'en face n'appuient pas notre budget qui prévoit 13 milliards de dollars pour les logements abordables. Le DPB a bien indiqué que nous allons bâtir 86 logements abordables. Vous votez contre cela, vous votez contre la construction de logements abordables et cela s'inscrit dans votre bilan historique. Vous devez vous adresser à la présidence. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, c'était 200 000 logements et le coût moyen était de 450 000 à l'époque. Le loyer pour un appartement, une chambre, était de 900 à l'époque. Ce gouvernement est ensuite entré au pouvoir et a imprimé de l'argent, a causé de l'inflation, a permis l'immigration de masse dont ils ont perdu le contrôle et qui a fait exploser la demande, ce qui a mené à la crise du logement la plus chère et la plus désastreuse de tout le G7. Aujourd'hui, le DPB a levé le voile sur leur dernière promesse en démontrant que les libéraux n'allaient construire presque aucun des logements qu'ils avaient promis de construire lors de la dernière élection. Donc, pourquoi le premier ministre refuse-t-il de rendre des comptes?
pour cette promesse rompue. L'honorable leader à la Chambre. En fait, là où la lumière a été faite, c'est sur les slogans fatigués du chef de l'opposition qui le répète depuis 2 ans. Il s'est opposé aux investissements que nous avons faits dans le logement abordable. Et tout au long de sa carrière de 20 ans en Chambre, il s'est systématiquement opposé aux programmes de soutien aux Canadiens comme les soins dentaires, les services de garde, l'allocation canadienne pour enfants et les programmes d'alimentation dans les écoles. Il prétend avoir à cœur l'abordabilité, mais il vote contre les intérêts des Canadiens à chaque occasion. Il vote contre tout ce qui a trait aux soins des Canadiens. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, c'est impossible pour nous de voter contre le logement abordable car il n'y a pas de logement abordable après 10 ans de ce gouvernement libéral. Mais ce sur quoi nous pouvons tous être d'accord, c'est l'importance de réduire le coût de l'acier, du béton et de la vitre utilisée pour la construction de maisons. Malheureusement, la taxe carbone sur les grands émetteurs industriels vise à augmenter le prix de toutes ces ressources. Donc, pourquoi les libéraux refusent-ils d'éliminer les taxes sur la construction de logements pour que les jeunes puissent avoir de nouveaux espoirs d'accéder à la propriété? L'honorable ministre de l'Emploi et des Familles. Hier, c'était assez perturbant de voir député conservateur après député conservateur voter contre l'aide, ou plutôt l'élimination de la taxe carbone pour les Canadiens. Les conservateurs ont voté contre. Ils vont voter contre un allègement d'impôts pour 22 millions de Canadiens. Une fois de plus, les conservateurs aiment parler de diminuer les impôts, mais en fait, ils s'y opposent lorsqu'ils ont l'occasion de voter pour une telle mesure. Donc, de quels intérêts défendent-ils? Car ce n'est certainement pas les intérêts des Canadiens. L'honorable chef de l'opposition. La taxe carbone sur les grands émetteurs industriels est une taxe sur les logements et sur la nourriture. Lorsqu'on taxe le fertilisant dont les agriculteurs ont besoin pour cultiver de la nourriture et qu'on taxe toutes sortes de choses, eh bien, on taxe les denrées alimentaires. Et donc, ce n'est pas surprenant que depuis que ce premier ministre est entré au pouvoir, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 40 plus rapidement au Canada qu'aux États-Unis. Les Canadiens méritent de la nourriture délicieuse et abordable dans leur assiette. Donc, le premier ministre va-t-il, dès aujourd'hui, accepter de se débarrasser de la taxe carbone sur les grands émetteurs industriels pour que les Canadiens puissent se payer à manger? L'honorable chef, ou plutôt leader du gouvernement à la Chambre. Donc, voici une fois de plus, mon collègue parle des taxes imaginaires. Comme ma collègue l'a dit, lorsqu'on leur donne l'occasion de voter pour un allègement d'impôts pour chaque contribuable au pays, les conservateurs s'y opposent. Lorsqu'ils ont l'occasion de voter pour réduire la TPS, de l'éliminer pour ceux qui accèdent à une première propriété, ils refusent de voter en faveur de cette mesure. Lorsqu'on leur donne l'occasion d'éliminer la taxe carbone sur les consommateurs, que font les conservateurs? Ils refusent. Donc, lorsque vient le moment de voter pour aider les Canadiens, que disent les conservateurs? Non. Et de la Pointe-de-l'Île. Monsieur le Président, le nouveau ministre des langues officielles est déjà... Je reconnais l'honorable député de la Pointe-de-l'Île. Monsieur le Président, le nouveau ministre des langues officielles est déjà tanné de son mandat. Il trouve ça électoraliste, lui, dire que le français est en déclin. Il trouve ça identitaire, lui, dire que Montréal s'anglicise. C'est de même qu'il commence son mandat. Pas de bon sens. Pour lui, c'est très clair dans son esprit. La défense du français, c'est un dossier plate qui permet aux séparatistes, xénophobes et racistes de se plaindre. Pourquoi le premier ministre a-t-il nommé un opposant à la protection de la langue française comme ministre des langues officielles? L'honorable ministre de l'Identité et de la culture canadienne. Monsieur le Président, j'ai fait mon primaire en français, mon secondaire en français, mon cégep en français, un bac en français, une maîtrise en français. J'ai élevé mes enfants dans 3 langues, dont le français.
J'adore le français et je défendrai notre belle langue jusqu'à la fin de mes jours. L'honorable député de Drummond. Vous dire, Monsieur le Président, de quoi il devrait être tanné, le ministre de l'Identité canadienne? Il devrait être tanné qu'Ottawa se tourne les pouces devant le déclin du français. Il devrait être tanné qu'Ottawa continue de financer l'anglais au Québec pendant que le français est menacé. Il devrait être tanné que de moins en moins de Québécois puissent écouter de la musique en français. De moins en moins de Québécois puissent lire en français. Et de moins en moins de Québécois puissent voir des spectacles en français parce que notre langue, elle est menacée partout. En commençant son mandat, Monsieur le Président, là, le ministre, ça y tenterait-tu d'être tanné pour les bonnes raisons? L'honorable ministre... Monsieur le Président, ce que je déplore, c'est cette politisation de notre belle langue qu'on veut promouvoir à travers le pays. Je sais que le Bloc a le français à cœur. Ce que je leur demande, c'est de se joindre à nous, tous les députés qui ont le français à cœur, d'utiliser notre belle stratégie francophone qui, pour la première fois de notre histoire, a 4,1 milliards de dollars à déployer pour soutenir le français. On le fera durant notre mandat et on défendra, pour ma part, jusqu'à la fin de mes jours, le français dans notre pays. L'honorable député de Parry Sound Muskoka. CTV rapporte que 35 000 ménages ont quitté la grande région de Toronto l'année dernière car le coût des logements est trop cher. L'initiative Mission Middle a rapporté hier que la construction de logements en Ontario s'est enlisée, que la vente avant construction a diminué de 89 % et la vente des maisons axées sur le terrain ont diminué de 65 %. Les choses vont empirer en 2026. Voici ma question. Lorsque le premier ministre a dit aux Canadiens qu'il allait devoir faire des sacrifices, parlait-il de leur rêve d'accéder à la propriété? L'honorable ministre du Logement et de l'Infrastructure. Monsieur le Président, nous rencontrons des défis dans la grande région de Toronto pour ce qui est de la construction de logements. C'est pour cela que nous avons démarré Maison Canada. C'est pour cela que nous investissons en logements abordables à des niveaux sans précédent. C'est pour cela que nous avons la réduction de TPS pour ceux qui accèdent à une première propriété. Donc, nous devons agir. C'est ce que nous faisons. Et les conservateurs votent contre nos mesures visant à rendre le logement abordable. L'honorable député de Parry Sound Muskoka. La quatrième entité bureaucratique en matière de logement du premier ministre, Maison Canada, remplace la stratégie nationale de logement transformatrice de Justin Trudeau avec moins d'argent et des promesses encore plus farfelues. Le directeur parlementaire du budget a rapporté que Maison Canada bâtira seulement 26 000 logements au cours des 5 prochaines années, alors que nous avons besoin de 480 000 au cours des prochaines 10 ans. Donc, 10 années. Pourquoi le premier ministre n'écoute-t-il pas les experts et refuse-t-il d'éliminer la TPS sur toute nouvelle maison de moins de 1,3 million de dollars? L'honorable ministre, nous avons énormément consulté le secteur du logement et nos homologues. J'encourage les députés d'en face de parler aux gens de la collectivité, ceux qui travaillent dans le secteur et qui appuient Maison Canada. Nous venons tout juste de dévoiler le portail. Le directeur parlementaire du budget parle du fait que 87 000 logements seront bâtis grâce à cette première phase du programme. Et la stratégie nationale sur le logement est aussi toujours en vigueur, donc nous allons pouvoir bâtir des logements. L'honorable député de Terranova-les Péninsules. Ce premier ministre avait promis de construire des logements, mais le DPB a dit dans son rapport aujourd'hui que les libéraux avaient échoué. Donc, c'est un autre exemple des libéraux qui promettent toujours les mêmes choses et qui ne livrent jamais la marchandise. Leur nouveau programme de logement est censé bâtir 26 000 logements en 5 ans. Ce n'est qu'une fraction des 2,5 millions de promis. Donc, ce premier ministre va-t-il demander aux jeunes de continuer à faire des sacrifices? L'honorable ministre des Pêcheries et Océans. Monsieur le Président, je crois qu'il est important que je mentionne que mon collègue dans l'opposition de Terre-Neuve et Labrador a voté contre chaque mesure visant à aider les Canadiens. Nos mesures de logement, les programmes d'alimentation dans les écoles, des services de garde à 10 $ la journée, les garderies à 10 $ la journée plutôt, les soins dentaires, etc. Donc, nous devons travailler ensemble. Les Canadiens veulent que nous travaillions ensemble et les gens de Terre-Neuve et Labrador veulent que nous obtenons des résultats. Le député de Richmond Hill Sud.
Autrefois, il était possible de travailler dur, d'économiser, d'acheter une maison à un prix raisonnable dans un délai raisonnable. C'était la promesse du rêve canadien. Mais aujourd'hui, le directeur parlementaire du budget a confirmé que le premier ministre libéral a rompu cette promesse. Le rapport indique qu'avec la nouvelle bureaucratie du libéral, ça va construire 26 000 logements en 5 ans. Cela représente à peine 10 des 250 000 logements supplémentaires promis. Pire encore, le rapport indique que le gouvernement libéral n'a aucun plan pour atteindre son propre objectif. Au lieu de faire la leçon aux jeunes Canadiens sur le sacrifice, pourquoi le premier ministre n'a-t-il pas simplement admis qu'il avait non seulement détruit le rêve canadien de devenir propriétaire, mais qu'il était enterré sous la bureaucratie et s'est enfui avec l'appel? Le ministre d'État au travail. Bon, le député parlait tellement vite, je n'ai pas tout compris, mais je dois dire que nous allons nous doter d'une économie plus forte, d'un pays plus fort, et nous allons avoir le plus grand investissement de l'industrie. Mais le parti d'en face a voté contre. Nous allons construire des routes, des ponts, des hôpitaux et nous allons utiliser l'acier et le bois d'œuvre canadien pour ce faire. Mais les conservateurs ont voté contre tout cela. Toutes les mesures, ils ont voté contre le logement, les grands projets. Ce sont de belles possibilités, des débouchés pour les travailleurs. De notre côté de la Chambre, nous allons continuer de bâtir le Canada, contrairement aux conservateurs. Monsieur le Président, ce matin, le regroupement des offices d'habitation du Québec et le réseau Achat m'ont partagé leur inquiétude profonde. Les demandes en logements sociaux et abordables explosent, mais la réponse libérale, c'est plus de bureaucratie. Le directeur parlementaire du budget confirme lui aussi que la grande promesse libérale de 250 000 maisons va en réalité en produire seulement 26 000, soit 10 fois moins. Dans Montmorency-Charlevoix, le prix moyen des maisons est passé de 205 000 à 400 000 sous ce gouvernement libéral. Le premier ministre a dit que nos jeunes devaient faire des sacrifices. Mais est-ce qu'en réalité, ce qu'il leur demande, c'est de sacrifier leur rêve d'avoir un jour une maison? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Monsieur le Président, c'est quand même tout un grand écart pour un député conservateur de parler de logement abordable, Monsieur le Président. En 10 ans en politique, j'ai jamais rencontré un organisme qui s'intéresse à la question du logement, qui m'a vanté les mérites du Parti conservateur, qui, à chaque détour, a toujours voté contre les investissements en logement abordable, en logement social, Monsieur le Président. Puis ça, c'est quand il dénigre pas carrément le concept, Monsieur le Président. De ce côté-ci de la Chambre, on investit 13 milliards de dollars pour bâtir du logement abordable comme on n'en a jamais bâti au pays. Merci, Monsieur le Président. Le député de Burnaby Central. Monsieur le Président, les groupes de victimes, les chefs de police et les associations policières, les provinces, les territoires et les municipalités ont tous demandé l'adoption rapide du projet de loi C-14, la loi sur la réforme de la mise en liberté sous caution, la détermination de la peine. Les crimes haineux continuent d'augmenter et partout au Canada, on nous exhorte à aller de l'avant avec le projet de loi C-9, la loi qui lutte contre la haine. Pourtant, au lieu de contribuer à faire avancer cet important travail, les conservateurs ont fait obstruction au comité de la justice, empêchant les témoins de comparaître et retardant les progrès. Le ministre peut-il informer la Chambre de l'incidence de ces retards causés par les conservateurs et des mesures qui doivent être prises pour que nous puissions mener à bien ce projet pour les Canadiens? La secrétaire d'État à la lutte à la criminalité. Vous savez qui est perdant dans tout cela? Ce sont les Canadiens. Les groupes de représentants de victimes et de services de police nous demandent d'agir rapidement. Mais les conservateurs, eux, font de l'obstruction avec des discours qui portent sur les chats et les chiens. Oui, Monsieur le Président, ils parlent de chats et de chiens. Ce sont là des petites manigances procédurales pour empêcher le projet de loi d'être adopté en comité. Ils font de l'obstruction et empêchent le comité de faire son travail. S'agissant de la sécurité publique, les conservateurs jappent beaucoup, mais ne mordent pas. La députée de Kildonan-Saint Paul. Monsieur le Président, hier, Algoma Steel a mis à pied 1000 travailleurs et on se rappellera que les libéraux ont promis avant l'élection de protéger ces emplois. Mais aujourd'hui, il y a encore des tarifs des États-Unis, il n'y a pas d'accord, et puis on perd des emplois. Et il y a déjà 400 millions de dollars qui ont été donnés par le gouvernement à Algoma Steel sans garantie de travail. Et puis maintenant, il y a plus de 1000 travailleurs qui perdent leur emploi tout juste avant Noël. Est-ce que le gouvernement libéral va garantir une protection? La ministre de l'Industrie, nous pensons très fort aux travailleurs de Algoma Steel. J'ai été en contact avec l'entreprise et aussi avec le syndicat. Manifestement, nous savons que tout ce secteur d'affaires et le modèle au Canada est fondé sur les fabricants automobiles américains.
Et il y a aussi des tarifs de 50 qui ont été imposés sur notre secteur. Nous avons donc offert des millions de dollars pour aider à la transition vers de nouveaux produits et de nouveaux marchés. La députée de Kildonan-Saint Paul. Les libéraux avaient promis de protéger les emplois canadiens, puis maintenant, il y a des familles qui se retrouvent sans leur principale source de revenus parce que les libéraux n'ont pas respecté leurs promesses. Il y a des usines de transformation du bois qui ferment leurs portes. Il y a des usines qui sont transportées aux États-Unis. Les travailleurs n'ont pas besoin de plus de platitudes libérales ou de cadeaux corporatifs. Ils ont besoin de leur emploi. Il faut qu'ils retrouvent leur emploi. Quand est-ce que l'accord promis va être signé? La ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, je rappelle à la députée que nous sommes en pleine guerre commerciale. C'est peut-être tout nouveau pour elle. Inaudible pour l'interprète. That is why we've been there for the... OK. The member... La ministre peut poursuivre. Depuis le début, Monsieur le Président? Depuis le début ou non? Donc, Monsieur le Président, ce que je veux dire, c'est que nous allons continuer de lutter pour défendre ces emplois. Et l'entreprise a été très claire aujourd'hui. S'il ne s'agissait de ces 400 millions et du 100 millions de dollars accordés par la province de l'Ontario, l'existence même d'Algoma Steel serait compromise. La députée d'Edmonton-Grisba. Monsieur le Président, je tiens à exprimer mes condoléances aux plus de 1000 travailleurs d'Algoma Steel qui ont perdu leur emploi à Sault Ste. Marie. Mon grand-père a travaillé là pendant plus de 30 ans. Ou plutôt, mon père a travaillé là pendant plus de 30 ans. Le premier ministre a dit qu'on devait jouer des coudes et il a dit qu'il était la personne qui pouvait extirper un accord de Donald Trump. Et puis, dernièrement, il a dit qui s'en soucie. Et on a obtenu des droits de douane plus élevés sur les produits canadiens. Quels sont donc ces résultats? Des licenciements? Quand est-ce que le premier ministre va enfin en arriver à conclure un accord avec Trump? La ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, j'ai le plus grand respect pour mon collègue et le plus grand respect pour son père et tous ceux qui ont travaillé et qui travaillent à Algoma Steel. Voilà pourquoi notre priorité et ma priorité, c'est de faire en sorte qu'ils continuent de bien gagner leur vie chez Algoma Steel, alors que l'entreprise est en train de produire de nouveaux produits, un nouveau type d'acier pour le secteur de la défense. Et nous allons continuer de défendre d'autres usines de ce type partout au pays. Monsieur le Président, ça prend un sacré talent pour dépenser 15 milliards de dollars et réussir, pendant ce temps-là, à créer du chômage. Les banques alimentaires débordent, mais le premier ministre préfère jouer au guichet automatique pour les multinationales. 15 milliards à Stellantis, 400 millions à Algoma et le résultat, des pertes d'emplois. Le premier ministre peut-il nous expliquer sa stratégie géniale qui consiste à payer des grandes entreprises pour qu'elles mettent notre monde à la porte? Est-ce qu'il pourrait nous expliquer ça, s'il vous plaît? L'honorable secrétaire d'État pour les enfants et la jeunesse. Merci, Monsieur le Président. De ce côté de la Chambre, nous protégeons les programmes essentiels sur lesquels comptent des millions de Canadiens. 6 millions d'enfants comptent sur l'allocation canadienne pour les enfants. 5 millions sur les soins dentaires. On est occupé ici à aider et appuyer les familles. Et de l'autre bord, de l'autre côté de la Chambre, ils votent contre et ils s'opposent à toutes ces choses. Merci. Député de Bellechasse et Chemin-Lévis. J'ai l'impression qu'elle n'a pas compris ma question. Je vais répéter. Les Canadiens n'arrivent plus à se nourrir à cause du coût de la vie. Est-ce que le gouvernement continue de vider les poches et de remplir celles de nos grandes entreprises? Ce premier ministre trouve 72 millions de dollars pour Nokia, 400 millions pour Algoma et 15 milliards pour Stellantis, Monsieur le Président. Compte-t-il en échange des pertes de jobs? Et cela, la nouvelle stratégie libérale. Appauvrir les Canadiens pour enrichir les grandes entreprises, Monsieur le Président. Honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Puis il est essentiel de ce côté-ci de la Chambre de soutenir les secteurs qui ont été impactés par la guerre tarifaire avec les États-Unis. Mais je noterai toutefois que ma collègue a voté contre une baisse d'impôts qui représente à peu près 800 $ par famille au Canada et au Québec. Monsieur le Président, elle a voté contre le Programme national d'alimentation scolaire qui fait économiser aux familles les plus vulnérables à peu près 800 $ par famille. Elle a voté contre, Monsieur le Président, le régime canadien de soins dentaires qui aide au bas mot au moins 10 000 personnes dans son comté de Bellechasse. Monsieur le Président, elle a voté contre des
investissements, par exemple, au chantier des vies, qui peinent à recruter le personnel dont ils ont besoin, des bons emplois pour notre monde. Monsieur le Président, j'espère qu'elle va se ressaisir et appuyer l'action du gouvernement. Le député de Windsor-West. Monsieur le Président, Feed Ontario déclare qu'il y a 1 million d'Ontariens qui se sont rendus aux banques alimentaires l'année dernière. C'est un record. Mais pendant ce temps-là, le gouvernement donne des milliards de dollars à de grandes entreprises sans qu'il n'y ait de garantie d'emploi. 15 milliards de dollars à Stellantis, 3 000 emplois perdus, par exemple. Pourquoi le premier ministre fait toujours payer les contribuables pour des accords avec des sociétés privées alors que les Canadiens crèvent de faim? Le ministre d'État au sport. Il y a des organismes qui font un très bon travail pour défendre les intérêts des Canadiens. Mais nous, on a annoncé 857 unités de logement en coop. Et ça me touche de près parce que moi-même, j'ai grandi dans une unité coop. Les conservateurs disent que c'est de style soviétique, mais nous créons plus d'emplois. Nous créons des possibilités pour les Canadiens. Et chaque fois que nous présentons une motion en Chambre pour prendre soin des Canadiens, qu'il s'agisse des services de garderie, du programme de soins dentaires ou de l'alimentation dans les écoles, ils votent contre. La députée de Middlesex, London. Monsieur le Président, les banques alimentaires connaissent une demande record, tandis que le premier ministre libéral continue de verser de l'argent des contribuables à des multinationales sans aucune garantie d'emploi. Chez Camille, les lettres de licenciement atterrissent sur les tables de cuisine quelques semaines avant Noël. Des milliers de familles du sud-ouest de l'Ontario perdent leur salaire et n'ont plus les moyens de payer pour l'épicerie. La ministre avait promis une mise à jour de GM dans 15 jours et on n'a rien obtenu. Il n'y a pas de plan, pas de transparence, pas d'emploi. Pourquoi le premier ministre continue de faire payer les Canadiens parce qu'ils doivent payer le coût de son incompétence financière? La secrétaire d'État aux aînés. Les conservateurs ont voté contre le budget 2025. Ils ont voté contre la sécurité de vieillesse et le supplément de revenus garanti. Ils ont contre le programme Nouveau Horizon pour les aînés. Ils ont voté contre un crédit d'impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne et ils ont voté contre les soins dentaires pour les 6 millions de Canadiens âgés. Les Canadiens veulent savoir, Monsieur le Président, pour qui... The Honourable Member for Edmonton Northwest. Le député d'Edmonton Nord-Ouest. Le premier ministre, lorsqu'il a élu, a dit qu'il allait mener à bien de grands projets avec une vitesse encore inconnue. Mais rien n'a été fait depuis. Et le premier ministre a nommé un ministre du patrimoine qui a dit que les consultations auraient dû avoir lieu hier. Mais on ne peut pas faire une consultation sur le coin d'une table. Et il a même offert une consultation via Zoom. Est-ce qu'il évite les consultations auprès des Premières Nations parce qu'il ne se soucie pas d'eux ou parce qu'il ne veut pas que le pipeline soit construit? La ministre des Relations autochtones. Notre relation avec les Premières Nations métisses et détenteurs de droits autochtones, c'est d'une importance primordiale. Nous avons une obligation de consultation. Il n'y a pas de grand projet qui soit entre nos mains en ce moment. C'est seulement un protocole d'entente qui a été signé. Il faut qu'un processus soit suivi, que les conditions soient remplies. Et alors, nous nous acquitterons de l'obligation de consultation. Le député de Langley Township, Fraser Heights. Merci, Monsieur le Président. Le caucus libéral, qui est anti-exploitation des ressources, continue de dire aux Canadiens que le protocole d'accord avec l'Alberta ne constitue pas une approbation de pipeline. Il n'y a pas de projet, pas d'itinéraire, pas de consensus et pas de promoteur du secteur privé. Il se cache derrière un moratoire, mais nous savons que les pétroliers américains continuent de circuler, eux. Alors pourquoi ne pas lever le moratoire pour qu'on puisse construire ce pipeline? Parce que sinon, ça ne demeure qu'un rêve. Le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, nous sommes en pleine guerre commerciale et il est temps de le reconnaître. Nous avons un accord avec l'Alberta et l'objectif, c'est d'avoir une approche de type Équipe Canada pour gagner cette guerre commerciale. Nous allons
exporter au-delà d'un seul client et nous allons avoir une tarification du carbone solide pour encourager les projets de décarbonisation et en partenariat avec les Premières Nations, entre autres. Le député de Fleetwood-Port Kells. Monsieur le Président, le week-end dernier, d'importantes discussions ont lieu à Surrey, en Colombie-Britannique, sur le renforcement de nos services de police et de renseignement afin de lutter contre l'extorsion. La protection des Canadiens n'a jamais été aussi cruciale. Mais les conservateurs se livrent à des jeux politiques et bloquent des mesures comme le projet de loi C2, empêchant ainsi les forces de l'ordre d'obtenir les outils essentiels dont elles ont besoin pour protéger les Canadiens. Le ministre de la Sécurité publique peut-il décrire les mesures prises à l'ordre? Le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, tout d'abord, je dois remercier le député de Fleetwood-Port Kells de sa question importante et de son travail acharné. Nous prenons des mesures énergiques pour lutter contre l'extorsion. La semaine dernière, nous avons tenu un sommet à Surrey, en Colombie-Britannique. Il y avait des représentants de la province et aussi des chefs municipaux. Nous voulions nous assurer d'être tous de s'entendre ensemble sur la voie à suivre, mais malheureusement, les conservateurs continuent de voter contre des projets de loi essentiels qui permettent d'aider les forces de l'ordre et j'encourage à l'ordre le député de Saskatoon-Ouest. Monsieur le Président, lorsque le nouveau ministre de la Culture était ministre de l'Immigration, il a dit ceci. Je ne vois pas comment nous pourrions réduire nos objectifs d'immigration. Je dois examiner la question de savoir si nous devons les revoir à la hausse ou non, mais je ne pense certainement pas que nous les réduirons. Et puis, l'année dernière, il a accueilli près de 500 000 résidents permanents, le nombre le plus élevé jamais atteint en une seule année. Et nous sommes confrontés à une crise nationale du logement. Les salles d'urgence sont débordées. Nous sommes en pleine crise de l'emploi chez les jeunes. Que pense l'actuel ministre de l'Immigration du fait de devoir assumer les conséquences, les erreurs commises par l'ancien ministre de l'ère Trudeau? La ministre de l'Immigration, non? Wow, un instant. Bon, je vois que tout le monde est très emballé chaque fois que le secrétaire d'État prend la parole, le secrétaire d'État au développement rural. Président, je pratique mon français, but I want to say to... Ce que je veux dire au caucus conservateur de la Saskatchewan, c'est qu'il y a 14 députés qui ont été élus sur 10 ans. Ça fait 140 ans de représentation conservatrice en Saskatchewan. Et qu'est-ce qu'ils ont accompli durant tout ce temps? Qu'il s'agisse du logement, de l'infrastructure, ils n'ont absolument rien fait, Monsieur le Président. Le député de Calgary-Nose Hill. Bon, il ne laisse même pas la ministre de l'Immigration répondre à une question sur l'immigration dans une entrevue sur CBC alors qu'il était ministre de l'Immigration. À l'ordre. J'ai donné la parole à la députée de Calgary-Nose Hill. La députée. Dans une entrevue à CBC alors qu'il était ministre de l'Immigration, le nouveau ministre de la Culture a rejeté les demandes relativement à la fraude dans les demandes d'asile et il a dit que c'était de la foutaise. Mais il y a des salles d'urgence qui débordent alors qu'il ne fait qu'accroître l'immigration. Est-ce que ça veut dire que le premier ministre actuel va donner une promotion à la ministre de l'Immigration actuelle aussi? La ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Merci beaucoup. Alors, je vais remercier le député et son collègue car ils m'ont fait confiance. Et les Canadiens ont fait confiance à notre gouvernement. Ils nous ont donné un grand mandat. Nous avons présenté un budget générationnel qui comprend un plan d'immigration
porteurs. Et nous allons nous occuper de l'immigration, mais aussi de l'immigration temporaire, et nous allons ajuster les niveaux adéquatement. Pourquoi est-ce que la députée d'en face et son parti continuent de faire de l'obstruction à chaque étape? Joignez-vous à nous. Again, through the chair. Il faut s'adresser à la présidence. La députée de Calgary-Nose Hill. It's so bad. Ah, c'est tellement mauvais. Bon, sérieusement, en 2022, un ressortissant jamaïcain a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une mineure et en 2022, on l'a accueilli au Canada et on lui a reconnu le droit de demander l'asile. Et aujourd'hui, cet agresseur se trouve toujours au Canada. Nous, les conservateurs, nous présentons un projet de loi pour empêcher les agresseurs sexuels d'entrer au Canada, d'abuser le système d'immigration et d'éviter la déportation. Alors, pourquoi protéger ces pédophiles? Le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, le Canada a un système solide d'interdiction de territoire pour faire en sorte que les personnes qui ne doivent pas se trouver ici soient déportées. Il y a plus de 20 000 personnes qui ont été déclarées interdites de territoire, y compris des personnes qui sont reconnues coupables d'infractions graves. Les conservateurs présentent des mesures relativement à la sécurité publique, mais on doit se rappeler qu'ils s'opposent au fait que nous donnions les outils nécessaires aux forces de l'ordre. Le député du Labrador. Monsieur le Président, ça fait 19 ans que la loi sur la gestion financière des Premières Nations est entrée en vigueur et grâce au leadership et à la mobilisation des Premières Nations de tout le Canada. Depuis lors, la loi est devenue un système extrêmement efficace et solide qui donne des outils pour aider les Premières Nations dans la gestion financière, la fiscalité et les emprunts groupés. Le ministre peut-il informer la Chambre des travaux importants qui sont réalisés pour faire assurer la prospérité des Autochtones? La ministre des Relations couronne autochtone. Dans le budget de 2025, on propose des modifications importantes à la loi sur la gestion des finances des Premières Nations qui ouvriront davantage de possibilités pour les Premières Nations. Pour les collectivités autochtones, ce sera plus facile d'avoir un regroupement pour les emprunts et d'abaisser les coûts administratifs. Il y a aussi un meilleur accès pour des taux d'emprunt et aussi de pouvoir participer à des grands projets et des projets d'infrastructure. En obtenant davantage d'accès au financement, les Autochtones peuvent en venir à une prospérité à venir durable. Merci, Monsieur le Président. C'est assez incroyable d'avoir trouvé ce député pour devenir le nouveau ministre des Langues officielles. Ce député a répété encore ce matin qu'il est tanné de défendre le déclin du français. J'ai des petites nouvelles pour lui. Nous, au Parti conservateur du Canada, on va se battre pour les francophones de partout au Canada. Exactement. Même le premier ministre du Québec dit que c'est honteux d'avoir nommé cette personne-là comme ministre des Langues officielles. Est-ce que le nouveau lieutenant du Québec est aussi tanné de débattre du déclin du français, comme le dit son collègue au patrimoine? L'honorable ministre de l'Identité et de la Culture canadienne. Effectivement, Monsieur le Président, le français est en déclin partout au Canada. Mais ce que je déplore, c'est l'hypocrisie des conservateurs qui votent contre notre plan sur le français, qui compte 4,1 milliards de dollars à déployer à travers le Canada pour rendre le français plus fort dans notre pays. Comme ministre de l'Immigration, j'ai doublé l'immigration francophone en dehors du Québec. C'est un bel accomplissement pendant que les conservateurs votaient contre, puis ont voté contre notre plan de 4,1 milliards de dollars. Ce qui est honteux, c'est leur hypocrisie, Monsieur le Président. The honourable member for Nunavut. La députée du Nunavut. Merci, Monsieur le Président. Parce qu'ils vivent en aval d'une exploitation de sable bitumineux, les Premières Nations Mikisew présentent des taux de cancer plus élevés, mais pourtant, le gouvernement élabore des règlements visant à permettre le rejet des eaux contaminées dans la rivière Athabasca. Et on doit mettre en application la loi pour protéger les droits des Premières Nations. Comment est-ce que les libéraux peuvent aller de l'avant avec cette réglementation alors qu'ils savent que la Première Nation Mikisew n'a pas donné son consentement parce qu'elle est en train de mourir du cancer? La ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président.
la pollution qui provient des bassins de décantation, c'est un problème grave. En ce moment, nous appuyons une étude sur les impacts sur la santé et il y a un groupe de travail aussi qui se penche sur les normes relatives à l'eau et nous voulons voir les collectivités autochtones en santé. Le député de Courtenay-Albany. Monsieur le Président, notre système de santé est déjà à bout et le Collège des médecins de famille du Canada avertit que le formulaire pour le crédit d'impôt pour personnes vivant en situation de handicap nuit au système. Dans le budget de 2025, on prévoit 10 millions de dollars pour que les gens puissent remplir le formulaire de façon plus facile. Alors, pourquoi est-ce que le ministre n'accepte-t-il pas les approbations provinciales automatiquement? Comme ça, les médecins vont pouvoir se concentrer sur les soins aux patients. La ministre de l'Emploi et des Familles. Monsieur le Président, c'est historique. Pour la première fois au pays, nous avons un crédit d'impôt pour les personnes vivant en situation de handicap et malheureusement, encore une fois, les conservateurs ont voté contre ces personnes que nous cherchions à aider. Mais dans le budget de 2025, on va même plus loin. On offre une compensation relativement au fardeau financier qui est représenté par les formulaires et nous allons continuer d'appuyer les personnes en situation de handicap pour que ces personnes puissent exploiter leur plein potentiel dans la société canadienne. C'est ce qui met fin à la période des questions aujourd'hui.